Notre invitée ce matin, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer avec une promesse d'Emmanuel Macron, claire, qui a marqué les esprits. Prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses auditives et des prothèses dentaires avant la fin du quinquennat. Voilà ce qu'avait dit le président de la République, enfin le candidat Macron. Alors, reste à charge zéro. Oui. Où en est-on ? Donc on a commencé en novembre des négociations, d'une part avec les dentistes sur les prothèses dentaires, avec la filière optique sur les lunettes et avec les audioprothèses qui sont évidemment le principal problème aujourd'hui du reste à charge, avec quasiment 40% des gens qui ne s'équipent pas en appareil auditif parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Donc l'idée du reste à charge zéro, c'est l'idée que les Français n'aient plus à débourser pour accéder à des soins absolument indispensables pour préserver la sociabilité, pour faire en sorte que les enfants voient bien à l'école, que les personnes âgées entendent. Et donc c'était une promesse, nous allons la tenir avec un calendrier qui va s'étaler le long du quinquennat, parce que ça va nécessiter de transformer un peu les filières. Vous allez la tenir. Bien sûr. Et elle sera effective quand ? Alors, reste à charge zéro, quand pour les Français ? Donc, selon les filières, le calendrier va être différent. Les premières annonces seront probablement faites sur le secteur dentaire, parce que nous sommes en train de finir la négociation avec les chirurgiens dentistes. Et l'idée, c'est de mieux valoriser les soins, ce qu'on appelle conservateurs, qui évitent la pose de prothèses, et de réduire le prix des prothèses. Les négociations sont en cours. Bien avancées. Et bien avancées. Les tarifs de base. Vous allez revaloriser les tarifs de base. Absolument. Un chiffre, par exemple ? Non, il n'y a pas de chiffre aujourd'hui, les négociations sont en cours, mais ce qui compte, c'est que dès le mois de juin, j'espère pouvoir... 5%, 10%, 20%, je ne sais pas. Non, parce que ça dépend des actes, en fait, et en plus, ça va changer au cours du temps, parce que c'est évolutif, évidemment, les techniques évoluent, donc d'année en année, on renégociera les prix en fonction des nouvelles techniques. Donc les tarifs de base vont augmenter. Enfin, les soins de base. Les soins de base, absolument. Ça va permettre aux chirurgiens dentistes d'être mieux payés pour faire des soins conservateurs et éviter justement les poses de prothèses. Et donc, on va annoncer au mois de juin le calendrier de mise en œuvre pour les différentes filières de la promesse du président, qui est que les Français n'auront plus à débourser de l'argent de leur poche pour accéder à des lunettes de qualité ou à des audioprothèses de qualité. Vous confirmez cela avant la fin du quinquennat, on est bien d'accord ? Absolument. Vous obtiendrez, parce que pour l'instant vous négociez avec les dentistes, c'est bien parti, c'est un peu moins bien parti, même beaucoup moins bien parti, notamment dans le domaine de l'optique. Ça ne va pas. C'est plus compliqué parce que la filière optique aujourd'hui est une filière qui s'est organisée avec énormément d'opticiens sur le territoire, et évidemment cette profession réalise que cela risque de changer les équilibres économiques à terme. C'est pour ça que les annonces ne peuvent pas être brutales, parce que les équilibres économiques vont être modifiés. Et donc, il faut le temps qu'une filière se réorganise. Et c'est pour ça que les annonces vont se faire sur 2-3 ans. Avant la fin du quinquennat, ça, par contre, c'est une promesse qui sera tenue. Avant la fin du quinquennat. Est-ce que les opticiens, les autoprothésistes, les audioprothésistes pourront continuer à vendre leurs prothèses et leurs lunettes à tarif libre ? Bien sûr. Il faut que les Français aient le choix. Ils auront le choix entre un panier de soins remboursé, à la fois par l'assurance maladie à charge zéro, donc sans avance, sans qu'ils aient à débourser de l'argent de leur poche. C'est ce qu'on appelle le reste à charge zéro. Mais évidemment, ceux qui voudront un autre modèle ou des choses plus sophistiquées auront la possibilité de le faire. Et bien sûr, les opticiens pourront proposer une offre très large. Et les Français, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix entre ce qu'ils ont envie de payer et ce qu'ils n'ont pas envie de payer de leur poche. Reste à charge zéro pour des lunettes renouvelées tous les 3 ans et non pas tous les 2 ans. On est bien d'accord ? Alors, uniquement si c'est pour des raisons esthétiques. C'est-à-dire que si on a envie de changer de tête, là, c'est tous les 3 ans. Mais si on a un problème de vue et qu'un opticien prescrit des lunettes, ou un ophtalmologiste prescrit des lunettes tous les ans parce que la vue baisse, évidemment, c'est pris en charge. Ça sera remboursé à 100%. Donc, c'est uniquement pour des raisons esthétiques, les 3 ans. Si c'est pour des raisons médicales, avec une vue qui baisse, ce sera accéléré. Oui, sauf que les mutuelles vont augmenter leurs tarifs. Non, tout cela est en train d'être négocié. Vous négociez avec les mutuelles ? Absolument. Vous leur demandez de ne pas augmenter leurs tarifs ? C'est l'objectif, et donc il y aura évidemment une partie des charges supplémentaires qui vont aboutir dans le... Et qui va payer alors ? L'assurance maladie, aujourd'hui, va mettre de l'argent évidemment pour rembourser ses soins, et c'est normal, quelque part. Ce sont des soins indispensables.
pouvoir d'achat des Français. Les Français reprochent déjà une forte augmentation des mutuelles en cette année 2018. Hein. Vous le savez. Vous le savez. Les mutuelles augmentent leur prix chaque année en fonction de l'inflation. Chaque année. Plus que l'inflation chaque année. Après, Agnès Buzyn. C'est pas vrai? Ça dépend des années. Après, ils ont aussi des offres qui sont très diversifiées. Les Français ont aussi le choix de choisir une mutuelle qui rembourse le nécessaire, l'indispensable, et pas forcément des pratiques dont ils n'usent pas. Je pense par exemple à des pratiques d'ostéopathie ou des pratiques autres. Et donc, il faut laisser aux Français le choix. S'ils ont envie de payer une mutuelle plus chère qui leur offre un panier de soins très large. Aujourd'hui, l'offre existe. À propos d'autres pratiques, je fais juste une petite parenthèse. Toutes les médecines dites parallèles continueront, pour certaines, à être remboursées par la sécurité sociale. L'homéopathie, par exemple. Alors, aujourd'hui, c'est la seule qui soit remboursée. C'est la seule qui soit remboursée. Les Français y sont attachés. C'est probablement un effet placebo. Si ça peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques quelque part, je pense que nous y gagnons collectivement. Voilà, donc, ça ne fait pas de mal. On continue à rembourser l'homéopathie. Nous verrons parce que ce sont... Ah, nous verrons. Non, mais nous verrons parce que les choses évoluent. Il y a en permanence une évaluation des médecines qu'on appelle complémentaires. Complémentaires, pardon. Donc il y a un groupe de travail à la Direction Générale de la Santé qui vérifie que toutes ces pratiques ne sont pas nocives, hein, parce qu'il faut quand même s'assurer de l'état de l'art. Et donc... voilà, si ça continue à être bénéfique sans être nocif, ça continuera d'être remboursé. Visite au CHU de Rouen la semaine dernière qui a fait du bruit, Agnès Buzyn. Je regardais un peu ceux ou celles qui ont protesté et qui ont parlé d'éléments de langage de la part du président de la République, le chantage à la dette de nos enfants aussi grossier que la fable du loup au fond du puits, leur parler comme des imbéciles en faisant croire que le problème est une question de modernité et d'organisation. Que répondez-vous ? C'est une question d'organisation. Il y a un vrai problème de la place de l'hôpital aujourd'hui. Vous faites référence évidemment à cette soignante qui demandait plus de moyens. Aujourd'hui, la France dépense beaucoup pour son système de santé. Tant mieux parce que nous sommes un pays qui soigne bien. Mais la place de l'hôpital doit être repensée dans notre système de santé en général. Aujourd'hui, notre système de santé a été construit dans les années 60 pour faire face à des maladies aiguës, à des accidents de travail. Or, aujourd'hui, nous avons à soigner des maladies chroniques et des personnes très âgées. Et c'est ça la transformation du système de santé, c'est s'adapter aux nouveaux besoins des Français. Alors justement, ça n'est pas qu'une question de moyens. Il n'y a pas d'argent magique. Comme disait le président de la République, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent magique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent supplémentaire. Est-ce qu'il y aura de l'argent supplémentaire pour les hôpitaux Il peut y avoir de l'argent supplémentaire. Il peut ou il y aura ? En fait, il faut arrêter de généraliser, Monsieur Bourdin. Excusez-moi. Non, mais parce que la situation est complexe. Il y a des maladies, par exemple, qu'on ne soigne plus à l'hôpital. Je pense à l'hépatite C, qui était une maladie très grave. Aujourd'hui, cette maladie se soigne en 6 semaines par des comprimés par la bouche. Vous n'avez plus besoin de lits pour soigner les malades de l'hépatite C en France. Donc ce secteur-là, il doit se réorganiser, voire fermer des lits. Au contraire, on voit bien qu'en ce qui concerne les soins de suite et de réadaptation, on a probablement besoin de plus de lits. Et donc, on ne peut pas généraliser. Il y a des secteurs qu'on doit renforcer et des secteurs qui peuvent aller vers plus d'ambulatoires, plus de prise en charge en ville. Et c'est ça la réorganisation dont je parle. Impliquer davantage la médecine de ville, on est bien d'accord. Mais comment ? J'ai vu les propositions, par exemple, des propositions qui viennent, je crois, de la Fédération hospitalière. Rendre obligatoire la communication des résultats médicaux aux médecins traitants et réciproquement. Non, ça y est, ça va être fait puisque le dossier médical partagé, cet outil informatique où vont figurer tous nos examens et tous nos diagnostics. Il va être déployé fin 2018 par l'assurance maladie. Il est déjà déployé dans quelques régions. Il y a plus d'1 million de dossiers ouverts, d'ores et déjà, qui permettent de mettre dedans les résultats des examens. Et donc, ce dossier médical partagé, il sera accessible par l'ensemble des soignants qui interviennent autour d'un malade. Et donc, ça va permettre d'éviter des examens redondants et favoriser la communication entre la ville et l'hôpital. Le problème des urgences. Le problème des urgences. Vrai problème. Alors, vrai problème, parce que énormément de malades aujourd'hui vont aux urgences. Les personnes âgées, notamment. Si, je suis vraiment en train d'agir, donc si vous me laissez expliquer, Monsieur Bourdin, très rapidement.
il y a d'abord un problème d'amont, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire, parfois même pour renouveler des ordonnances. Et ça veut dire que et les restent médecines... sur des brancards. Non, ceux qui viennent pour renouveler une ordonnance, ils restent pas. Mais ils restent sur des brancards pendant des heures. Ça veut dire que la médecine de ville doit prendre sa part pour l'accessibilité des malades aux soins non programmés. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin tout d'un coup d'un médecin, il faut qu'il puisse aller en ville. Et il y a des hôpitaux qui s'organisent avec des centres de santé qui sont adossés à l'hôpital, qui permettent de dégager tous les malades qui n'ont rien à faire aux urgences. Ensuite, il faut arrêter de mettre les personnes âgées aux urgences. Beaucoup de personnes âgées aujourd'hui pourraient aller directement dans les services de spécialité. C'est ce que nous organisons. Mais encore faut-il trouver un médecin? Non, mais justement, donc dans les EHPAD aujourd'hui, nous réorganisons l'offre de soins. Nous mettons des infirmières de nuit, nous mettons de la télémédecine, de la téléconsultation pour favoriser des diagnostics très précoces et éviter que les personnes âgées, dès qu'il y a un problème en EHPAD, soient adressées aux urgences et attendent sur un brancard. Et donc nous allons faciliter le fait que ces personnes aillent directement dans les services où elles doivent être soignées sans passer par la case urgence. Bon, mais alors pourquoi cette colère? Pourquoi cette inquiétude? Parce que le Pourquoi temps d'une organisation... D'abord, il y a une épidémie de grippe extrêmement sévère cette année, qui a touché beaucoup de gens, qui était très grave. J'ai envie de dire à tout le monde, arrêtons de pleurer sur les urgences et commençons par tous nous vacciner contre la grippe. Ça évitera l'engorgement tous les mois de décembre et tous les mois de janvier. Donc soyons aussi responsables en tant que citoyens. Et puis les organisations sont en train de se mettre en place dans tous les hôpitaux, avec notamment un nouveau logiciel de gestion de flux des lits qui va permettre de dégager beaucoup plus vite les malades des urgences vers des lits d'hospitalisation. Les EHPAD, justement, les EHPAD, où en est votre plan sur la prise en charge de la dépendance? Où est-ce qu'on en est? Alors il y a deux choses sur les EHPAD. Il y avait un problème aigu qui était lié à un changement de tarification des EHPAD. On est en train de le régler. Nous avons nommé un médiateur qui a fait des propositions sur lesquelles toutes les fédérations adhèrent. J'ai rencontré les départements de France hier, puisque c'est en fait le financement des départements sur la partie dépendance qui posait problème. Et nous sommes en train de trouver une solution pour qu'il n'y ait aucun EHPAD perdant avec la nouvelle tarification et qu'il n'y ait plus que des EHPAD qui vont gagner en tarification. Donc pendant 2 ans, nous allons neutraliser les effets de la réforme, ce qui nous laisse le temps de réfléchir à l'avenir, parce que l'avenir, c'est comment nous allons prendre en charge de plus en plus de personnes dépendantes. Et la feuille de route sera présentée fin avril, nous y travaillons. J'ai rencontré toutes les parties prenantes. Alors comment allez-vous faire? Donc j'ai rencontré... Est-ce que vous allez créer une assurance vieillesse obligatoire? Donc j'ai envie d'ouvrir un débat sociétal, parce que ça l'est, de comment nous nous organisons pour prendre en charge la dépendance. Je veux rappeler quelques chiffres, Monsieur Bourdin. 1,5 million de personnes de plus de 85 ans aujourd'hui. Nous serons 5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050. Donc il faut qu'on invente un nouveau modèle d'EHPAD. Tout le monde est d'accord. L'EHPAD ne peut plus être le seul modèle de prise en charge. Oui, un nouveau modèle, on est bien d'accord. Et un nouveau financement. Et un nouveau financement. Et nous avons plusieurs pistes. Alors, assurance vieillesse obligatoire? Non, ça fait partie évidemment des pistes qui sont proposées par certains. Vous êtes favorable ou pas? Franchement. Je ne suis pas trop favorable au modèle assurantiel. Je pense que c'est un problème de... Alors comment faire pour financer? Quelle piste? Il y a des pistes évidemment via ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire de mélanger la partie dépendance et la partie soins dans une seule enveloppe. Aujourd'hui, ce sont des enveloppes séparées qui financent les soins des personnes âgées et l'aide à la dépendance pour les personnes âgées. Donc on pourrait imaginer tout mettre ensemble. Ça pourrait... voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre piste? Il y a... Vous pouvez me dire une piste, c'est pas ça. Les pistes, c'est évidemment les assurances privées. Ce sont les assurances privées. Il y a aujourd'hui des gens qui ont envie de vendre ce type de modèle. Moi, ce n'est pas mon modèle préférentiel. Je pense que nous avons... Jean-Pierre Raffarin avait inventé la journée de solidarité active, le lundi de Pentecôte férié. On pourrait imaginer avoir 2 lundis de Pentecôte travaillés. Vous êtes favorable deux jours au lieu d'un? À vrai dire, je n'ai pas envie de donner mon opinion. Je préférais aujourd'hui mettre... Mais c'est une piste, ça. Toutes les pistes existent et je souhaiterais qu'il y ait un débat sociétal avec notamment...
les élus, parce qu'ils sont très investis sur la question de la dépendance. Tout le monde sait que c'est le problème du futur. C'est un débat qui n'a jamais été ouvert par les gouvernements précédents, tellement il est compliqué. Donc, vous me ferez gré de l'ouvrir et de proposer une solution d'ici la fin de l'année. Parkinson, nouvelle étude. Vous avez vu ça, c'est oui. augmentation de la maladie chez les Français qui vivent dans les régions les plus agricoles. L'implication des pesticides. Que faire? Aujourd'hui, nous avons, vous le savez, avec Nicolas Hulot, un plan de prévention qui est assez ambitieux. Bon. Nous mettons en place un site internet, c'est quand même intéressant à savoir, pour toutes les femmes enceintes, pour qu'elles connaissent les produits chimiques dans leur environnement et qu'elles puissent se protéger. Donc ça va être fait dès cette année. Et puis, il va y avoir ce plan de réduction des produits phytosanitaires qui est prévu et qui est annoncé. Donc, évidemment, c'est une nécessité de réduire tout cet environnement chimique. Bon, j'ai une question d'Anaïs à propos des allergies alimentaires à l'école. Pourquoi ne pas offrir et permettre aux enfants allergiques d'avoir un stylo auto-injecteur sur eux, comme ça se fait dans d'autres pays? Non, ça, non, mais très intéressant. Oui, vous me intéressant. Voilà, je garde la proposition, je l'instruis. Je sais bien, il y a eu un drame. Oui. Et c'est vrai que c'est troublant de se dire que l'école n'a pas les moyens aujourd'hui d'intervenir. Parce que s'il existe une situation d'urgence, c'est bien l'allergie. Bien sûr. Et je pense que c'est... Voilà, il faut qu'effectivement tous les établissements qui reçoivent du public soient équipés en stylo d'injection. Agnès Buzyn, Corinne Lepage, je vous appelle à suspendre les compteurs Linky. Vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas vu ça. C'est plutôt dans le champ de M. Nicolas Hulot. Oui, c'est pas vous. Non, mais je dis ça parce que... Bon, et le lévothyrox? Où en est-on? Lévothyrox, pas de retour de l'ancienne formule. Non, puisque elle n'est plus fabriquée. Elle ne sera plus fabriquée par le laboratoire qui a changé de formule. Donc aujourd'hui, nous écoulons tous les stocks qui existent au niveau européen. Donc je me suis engagée jusqu'à fin 2018, ce qui aura laissé 18 mois aux personnes pour aller voir leur médecin et trouver une substitution. Il y a maintenant 5 nouveaux médicaments sur le marché, donc 5 possibilités. Et j'espère que tous les Français sous lévothyrox trouveront évidemment le médicament qui leur convient le mieux. Sur l'alcool, est-ce que les messages de prévention vont être... Les pictogrammes vont être plus grands, plus larges? Alors, certainement pour les femmes enceintes. D'ailleurs, je rencontre la filière viticole ce soir avec Stéphane Travers. Et alors? Ils veulent s'investir dans la prévention, donc nous verrons jusqu'à quel point ils s'investissent dans la prévention. Moi, je veux que les femmes enceintes en France sachent c'est 0 alcool pendant la grossesse pour éviter les syndromes d'alcoolisation fœtale. Donc, sur chaque bouteille de vin, il faut que les femmes sur les femmes enceintes, il est indispensable que les femmes enceintes, parce que je crois que les femmes enceintes ne savent pas qu'aujourd'hui l'alcool passe directement le placenta et vont alcooliser le bébé. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de mettre de l'alcool dans un biberon. Or, quand on boit de l'alcool et qu'on est enceinte, eh bien, on nourrit son bébé, son fœtus, d'alcool. Et donc, je pense que là, il y a une... Voilà, donc sur toutes les bouteilles de vin, il y aura un pictogramme femme enceinte qui existe déjà, qui est tout petit, mais qui sera que personne ne connaît, qui sera plus grand. Nous négocions. Non, enfin, qui sera plus grand. Vous voulez qu'il soit plus grand. La filière viticole s'est engagée à ce qu'il soit plus grand. Donc nous devons trouver maintenant un consensus sur la taille. Bien. Merci Agnès Buzyn. Il est 8h55. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.